Georges Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous avez été collaborateur de Robert Schuman et de Jean Monnet, tous deux pères fondateurs de la construction européenne. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Le sommet de l'OTAN, enfin de l'Alliance transatlantique, a lieu actuellement. Monsieur Trump a tensé vertement l'Europe. Est-ce qu'on peut parler d'un axe Russie, Chine, États-Unis contre l'Europe? Absolument pas. Absolument pas. Chacun défend ses intérêts nationaux. M. Trump défend l'intérêt, enfin ce qu'il considère comme étant l'intérêt américain, et sur la question de l'OTAN, il est exact que les Européens ne contribuent pas financièrement à la défense, l'efficacité de l'Alliance dans les mêmes conditions que les États-Unis. Donc il y a un déséquilibre à éliminer. Donc sur ce point-là, il a raison et il défend les intérêts américains. Et faut-il craindre un rapprochement avec Vladimir Poutine pour l'Europe, de la part de l'Europe? Vous savez, la distance entre l'Europe et la Russie a toujours été en partie artificielle. Quand vous regardez les images actuellement du mondial du foot, vous regardez les foules. Ce sont les foules européennes, ce ne sont plus les foules soviétiques. Ils ont les mêmes enthousiasmes, les mêmes vêtements. Donc il y a un rapprochement naturel. Enfin, oui, et puis la masse russe est européenne. Si l'OTAN était amenée à disparaître, est-ce que nous devrions avoir peur d'une menace russe? Alors la nature, cela créerait un vide. La nature a horreur du vide, oui. Donc Poutine serait tenté de le combler. Mais il n'est pas fou. Et tous les gens qui ont des responsabilités mondiales savent que déclencher une guerre de cette taille entraînerait des réactions nucléaires et le nucléaire empêche la guerre. Alors, vous avez donc participé à la construction européenne. Que vous inspire cette montée du populisme, ce rejet des vagues migratoires qui donne l'impression que l'Europe est en train complètement de se déliter, sans parler du Brexit? Non, je ne pense pas qu'elle se délite, elle vit une crise. On parle de montée du populisme, c'est comme la montée des eaux lorsqu'il y a une inondation et pire que lorsqu'il y a un tsunami. Mais le sol qui est en dessous ne change pas. Je crois que les intérêts européens sont toujours les mêmes. Le problème, c'est de ne pas les perdre de vue, de ne pas les détruire. C'est quoi ces intérêts européens alors? Aujourd'hui, on ne voit plus vraiment. Vous avez parlé de c'est Trump, Poutine et le président Xi. Il est évident que si nous voulons exister auprès de ces mastodontes, il faut le faire en étant unis. Quand nous avons commencé avec Schuman et Monnet, il fallait créer les conditions pour que la guerre ne recommence pas. Bon, c'est réglé. Pour l'instant, c'est réglé. Bon, maintenant, l'intérêt commun de tous les pays européens, l'intérêt commun de toutes les souverainetés des pays européens, c'est de s'unir. Alors je prends un cliché, l'union fait la force. Si nous voulons avoir la force d'exister auprès de ces grands ensembles, parce qu'il y a une différence importante. Autrefois, si vous voulez, à l'époque de la guerre de 14, le monde était déterminé par ce qui se passait entre Paris, Berlin, Londres. Aujourd'hui, le sort du monde, c'est ça, ce qui se passe entre Pékin, Moscou et Washington. Bon, donc il faut que nous ayons une capitale, soit une nouvelle capitale, ça c'est un autre problème, pour exister dans cette espèce de dialogue qui est à l'échelle du monde. Et alors, on dira la mondialisation. La mondialisation, c'est un fait. Tous les gens qui ont un portable à la main sont engagés dans la mondialisation. Les gens ne se rendent pas compte. Alors, une autre question. Donc, l'année prochaine auront lieu les élections européennes. N'y a-t-il pas un risque que chaque Européen réponde finalement oui ou non à davantage d'immigration? Oui, ce risque est incontestable. Certains d'ailleurs l'utilisent soit pour détruire l'Europe,
soit pour en changer l'orientation. C'est à ceux qui ont une conception de l'Europe plus démocratique, plus humaniste, de s'organiser pour défendre leur point de vue. Alors justement, de ce côté-là, n'y a-t-il pas un risque de fracture au sein de l'Europe entre ce qu'on appelle les démocraties libérales et les démocraties illibérales que l'on voit poindre à l'Est? Je trouve cette classification excessive, artificielle. Elle est peut-être pratique, mais elle ne correspond pas à la réalité. Je crois que la partie Est de l'Europe a vécu une période historique dont nous ne nous rendons pas bien compte. Dans ma génération, nous avons vécu, notamment en France, pendant 5 ans, un système totalitaire. Nous avons vu, et cela a pris beaucoup de temps pour s'en libérer, pour avoir de nouvelles habitudes. Regardez le cas de l'Allemagne de l'Est. Oui. La première élection libre depuis 1933 a eu lieu en 1961. 91, pardon. 91. Oui. Bon. Donc vous avez des générations qui ont été introduits à la prise de conscience politique, qui n'ont pas connu le processus démocratique. Ce n'est pas en 24 heures qu'il vient. Oui, mais là, en général, à l'Est, c'est souvent la nouvelle génération qui conteste le libéralisme ou la démocratie libérale de l'Ouest. Parce qu'ils pensaient que la démocratie était capable de créer le paradis sur Terre, les conditions sur le plan social, le chômage, etc. Bon, elle s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça. Dans les vieilles démocraties, on sait que les programmes, l'idéal se réalise à 60%, ce qui est déjà pas mal, mais là, ils pouvaient penser que ça crée les miracles. Vous savez, les grands espoirs sont dangereux s'ils ne sont pas satisfaits dans des conditions valables. Alors, les pays de l'Est ont bénéficié incontestablement de leur entrée dans l'Union européenne. Ça a été fait peut-être d'une manière un peu trop rapide. Il n'y a pas eu de préparation suffisante, mais je comprends leur déception, je comprends leur réaction, mais elle ne m'inquiète pas outre mesure. Est-ce que vous êtes inquiet par ce qui se passe en Grande-Bretagne à propos du Brexit? C'est très grave pour la Grande-Bretagne. C'est grave pour nous, mais c'est beaucoup plus grave pour la Grande-Bretagne. Parce que quand nous avons plaidé la cause européenne à la Grande-Bretagne, nous avons utilisé la phrase bien connue de Dean Acheson, la Grande-Bretagne a perdu un empire, elle doit trouver un rôle. Et quand nous avons expliqué la question européenne de Grande-Bretagne, j'ai dit, il y a eu des transformations considérables, vous ne gouvernez plus de manière aussi serrée le plus grand empire du monde et de l'histoire. Revenez dans la famille européenne, vous avez une place privilégiée. C'est parce qu'ils ont dit. Non, ils avaient oui. Dit oui. Et maintenant, tout d'un coup, sur la base d'un référendum consultatif qui s'est déroulé sur des bases mensongères. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si le Brexit... Le Brexit, c'est une catastrophe économique, politique et psychologique pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, regardez les difficultés que Mme May a pour obtenir une stratégie claire. Je ne dis pas claire vis-à-vis de l'Europe, mais claire vis-à-vis de l'opinion britannique. Elle est profondément divisée. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si un nouveau référendum sur le Brexit avait lieu en Grande-Bretagne, il obtiendrait le même résultat? S'il avait eu lieu très peu de temps après le résultat du référendum, je suis sûr... La mise en place du Brexit? Non, quelques mois après le résultat du Brexit, je suis sûr qu'à ce moment-là, le peuple britannique mieux informé aurait décidé de rester en Europe. Aujourd'hui, les batailles sont tellement confuses
que je ne suis pas sûr de ce que serait le résultat d'un référendum. Pourquoi je dis ça? Parce que 3 ou 4 jours après les résultats du référendum sur le Brexit, M. Farage est venu à la télévision et a dit « Je vous ai menti ». Donc à ce moment-là, il y aurait une réaction. Le peuple britannique n'aime pas les mensonges en politique. Ce n'est pas son habitude. Et l'homme politique qui est reconnu comme ayant menti perd une crédibilité et très souvent d'ailleurs se retire de la politique. Alors, dernière question, donc se déroule actuellement le mondial du football et alors on vante énormément la solidarité des Bleus. Faut-il voir un message pour l'Europe? Ben, le mot solidarité est fondamental. L'Europe, de la communauté européenne, a été basée sur la notion de solidarité. Je vois même que le Conseil constitutionnel récemment lui a donné une force toute particulière. Il n'y a pas de société humaine sans solidarité. Et lorsque la solidarité disparaît, le groupe lui-même devient très faible. Donc, je crois que M. Deschamps a eu raison. C'est la solidarité, en plus évidemment de la qualité professionnelle, et de l'athlétisme qui a permis ce que j'espérais finalement une victoire. Et ben, on finira donc sur ce mot solidarité. Merci beaucoup Georges Bertoin. Au revoir.